Ce problème inverse peut être reformulé comme un problème de minimisation qui est décrit par les équations 1 et 2. Donc, on va minimiser un fonctionnel G qui calcule la différence sens de moindre carré entre la solution et les observations. Avec l'observation sont connues au voisinage de T final. Donc, on a une connaissance partielle des observations. Donc, c'est un problème de minimisation se contraint. Donc, se contraint que psi est la solution des problèmes hyperboliques décrits par l'équation 3. Donc, ce problème, c'est un problème hyperbolique dégénéré. Donc, ce qu'on va faire, ce fonctionnel G n'est pas convexe. Puisqu'il n'est pas convexe, donc toute méthode de descente va être coincée à la rencontre du premier minimum local. Donc, on va premièrement utiliser une régularisation type Tikhonov et on va voir que l'algorithme prend un temps d'exécution énorme. Donc, pour diminuer le temps d'exécution, on va concevoir une autre méthode qui consiste à effectuer une double régularisation dans l'équation et régularisation Tikhonov. Donc, premièrement, ce théorème donne l'existence et l'unicité de la solution. Donc, on va montrer que le problème direct il est bien posé. Donc, on a l'existence et l'unicité de la solution. Et on a montré que l'opérateur d'évolution phi est l'épsisément continu, d'où la continuité de notre fonctionnel G. G il est continu sur l'ensemble des états admissibles qui est en fait un compact. Donc, notre fonctionnel G aura au moins un minimum. De même, on a montré la G-dérivabilité de notre fonctionnel, de notre fonction d'évolution qui donne notre fonctionnel G est gâteau-dérivable, d'où l'existence du gradient. Donc, ce qui est très important, c'est de montrer que notre méthode de descente converge. Pour cela, on a montré que le gradient de G est l'ellipse continue, d'où les itérations convergent vers la solution. Notre gradient il est calculé par la méthode de l'état adjoint. Donc, l'état adjoint qui est décrit par l'équation 12 et le gradient il est décrit par l'équation 11. Pour la méthode de descente, c'est une méthode de descente classique avec le pas de déplacement TK. Il est calculé par la méthode d'Armijo-Goldstein. Donc, pour la partie numérique, on a fait la discrétisation au sens de différence finie avec θ schéma, qui est inconditionnellement stable. Ce qui donne le système décrit par l'équation 13. Oui. Donc, oui. Donc, ce test, donc dans la partie numérique, on s'intéresse à déterminer l'impact du pourcentage de connaissance des observations finales. C'est-à-dire combien j'ai besoin de connaissances finales d'observation pour construire ma solution. Maintenant, là, c'est le test avec 100% de connaissances d'observation. Donc, vous voyez bien que j'arrive à construire U0 à gauche et V0 à droite, qui sont les conditions initiales. Là, c'est un test pour 50% de la connaissance finale. Même
Donc aussi, j'arrive à construire C0 et V0. Par contre, si j'ai une connaissance de 40% de la connaissance finale, j'obtiens C0, mais V0 commence à s'éloigner de la condition initiale. Là, une connaissance avec 30%, je récupère C0, mais je perds V0. Donc, en résumé, donc le choix de epsilon est très délicat. Et il n'y a pas de méthode exacte pour le choix d'epsilon. Et le temps d'exécution est assez long. Donc, on a pensé à une méthode de double régularisation pour réduire le temps d'exécution. Donc, pour cela, on a ajouté un terme régularisateur dans l'équation. On obtient un problème hyperbolique viscoélastique. Le problème de ce problème, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de la théorie d'existence et d'unicité pour ce problème. Donc, on a montré un nouveau théorème qui donne l'existence et l'unicité de ce théorème. Et on a montré que les termes des suites U lambda, qui sont solutions faibles de ce problème hyperbolique viscoélastique, tend vers la solution faible de condition initiale quand lambda tend vers 0. Donc ce théorème que nous avons montré donne l'existence et l'unicité de la solution avec les estimations de l'équation 30. Donc, comme je viens de dire, on a montré que lorsque lambda tend vers 0, la suite des solutions faibles de notre problème viscoélastique converge vers la solution faible de l'initial problème. Et le fonctionnel G, il est continu, et même G dérivable, et on a montré la Lipschitz continuité de gradient, ce qui assure la convergence de la méthode de descente. Donc, là, c'est le calcul du gradient à l'aide de la méthode de l'état adjoint. Donc là, c'est la dérivée par rapport à psi0 et la dérivée par rapport à v0. Donc dans la partie numérique, on a pris pour lambda égale à 10 à la puissance moins 2. Donc la partie à gauche, vous voyez bien qu'on n'arrive pas à construire C0. Et même pour la partie à droite, montre qu'on n'arrive pas à construire V0. Si on prend lambda égale à 10 à la puissance moins 4, donc on voit bien que la fonction construite commence à s'approcher de la fonction recherchée. Pour 10 à la puissance moins 6, donc la fonction construite est très proche de la fonction recherchée. Donc on a récupéré C0 et V0 commence vraiment à être très proche de V0 recherché. Là, pour lambda égale à 10 à la puissance moins 8, on arrive vraiment à construire la solution, la condition initiale psi0 et V0. Là, c'est un tableau qui montre les valeurs minimales de G suivant ou en fonction des valeurs de lambda. Vous voyez bien que lorsque lambda tend vers 0, G donne de meilleures valeurs. De meilleures valeurs optimales. Donc, on a fait une comparaison. Avec la méthode de régulation Tikhonov, on arrive à 8,7 fois 10 à la puissance moins 5 en 62 heures. Et par la méthode avec double régularisation, on arrive à 8,7 fois 10 à la puissance moins 5 en 30 heures. Donc, on a une réduction de 50% de temps d'exécution. Et merci pour votre attention.